Bonjour. Votre micro est coupé. Oui, bonjour. Bienvenue. Moi, je Vous serai là m'entendez bien? simplement au début pour vérifier que le Zoom fonctionne bien. Oui, Voilà. On a ça une fonctionne. cinquantaine d'inscrits. Ah ouais, ok. Oui. Vous êtes Alessandra? Oui, tout à fait. Ah ok. Enchantée. Enchantée. Enchantée, merci de nous ouvrir la conférence. Avec plaisir. Je sais pas si c'est mieux que je floute derrière ou pas. Vous qui voyez. Bon, ça va, tout va bien comme ça. Ok. Ça s'est bien passé cette semaine du coup? Oui, tout s'est bien passé. Les gens étaient très contents de l'organisation de ces conférences. Bah ouais, Ouais. c'est super. C'est marrant parce qu'il y en a qui sont venus vraiment à toutes. Il y en a, pardon, qui sont? Ils sont venus à toutes. Ah bah oui, c'était la question qu'on se posait. Est-ce qu'il y a eu Mm. des assidus? Oui, apparemment, ouais, ok. Bon, c'est bien. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir la liste des gens qui sont présents ou il faut qu'on le capte nous-mêmes pendant qu'ils se connectent? Alors moi, je pourrais vous envoyer la liste des inscrits, mais je vais pas faire la... Ouais, C'est difficile de vérifier qui est là, qui est pas là, mais je pourrais vous ouais. envoyer la liste des inscrits. Ouais, parce qu'on voulait faire un petit retour quantitatif sur combien de personnes ont participé. Du coup, je me disais, on va demander dans le chat, on va voir qui est là, mais c'est difficile de prendre en note en même temps qu'on parle. Bah, tout dépend si vous voulez le nom des personnes ou le nombre. Bah, le nombre, déjà, Ah, bah c'est alors ça, vous pourrez intéressant. le voir en bas du Voilà. Zoom, dans le nombre de participants, vous verrez le Ouais. nom. Et le nom, enfin, pas le nom, mais oui, oui. Après, non, mais les gens, ils mettent pas forcément leur nom en plus quand Non, ils c'est se. ça. Moi, j'ai vu sur d'autres sessions de la semaine des personnes dire bah, n'hésitez pas à mettre votre post ou ce que vous faites dans la vie dans le chat. Alors, c'est pas forcément pour Ouais, prendre des notes et faire des statistiques, mais vous, ça vous donne un peu une idée de qui assiste. ouais, 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 on avait prévu de faire ça. Et pour le replay, c'est auprès de vous qu'on peut l'avoir? Oui, alors on a enregistré toutes les sessions cette semaine. Je pense que la semaine prochaine, on fera un peu le découpage et le toilettage de l'enregistrement. Donc, ça sera en ligne voilà, pendant les vacances, je pense. Ah, d'accord. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alessandra, j'ai un document que je vais partager. C'est OK pour vous, hein, si c'est moi qui partage le support? Oui, oui, bien sûr. Là, normalement, si vous voulez, on peut faire un test maintenant, avant que Ouais, tout soit arrivé, pour voir si tout fonctionne correctement. je vais faire ça. Je vais partager mon écran et vous me dites si vous voyez. Oui, c'est bon. Alors, je vois juste l'outil capture d'écran que vous pouvez peut-être fermer. Voilà, parfait. C'est bon. Ouais, comme ça, c'est mieux. Ouais, parfait. Ok.
Juste Aude pour tester, tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. Salut Anaïs. C'est juste un test. Ouais. Et l'écran, ça va? J'ai partagé mon écran. C'est bon aussi, tout est OK. Nickel. Bonjour. 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 Bonjour Annie. Oui, je disais bonjour Iris, on se connaît en effet. Bonjour Isabelle. Ah, Isabelle. On attend encore quelques minutes, Aude, peut-être? Oui, oui, il est tout juste 13 heures. Je vois que les personnes arrivent. Mm. Ah, des personnes que je connais. Anne-Claire, bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Bonjour Claire. ça va bien? Ça va? Merci. Bon, je suis en avance, je suis la première. Non, 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 on attend un petit peu parce qu'il y a les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Comme il est 13h01, on attend encore une minute et puis on va pouvoir démarrer. Ça te va, Aude? D'accord. ouais, très bien. Ok. Aude, je suis ravie de faire ta connaissance. Mais moi aussi, enchantée. Je crois qu'on se voit bientôt. Enfin, bientôt, non, peut-être pas bientôt, mais à la prochaine à Naples. Avec plaisir. Bon, là, j'ai commencé à avoir plus de vignettes que de place sur mon écran, donc je pense qu'on va on peut démarrer. Ouais, là, on a 16 Allez. participants, dont nous. Donc, on commence. On va pouvoir débuter. Ok. Alors, on est là pour vous parler donc de sur cette webconférence qui est la dernière d'un cycle qui s'est déroulé toute cette semaine donc pour à l'occasion de la Semaine internationale de la médiation. Donc c'est un cycle qui a été organisé avec le groupe ressources humaines de Sciences Po, Alumni et avec le concours du réseau des médiateurs d'entreprise dont nous faisons partie avec Anaïs. Euh, L'objectif de cette semaine, c'était d'amener à mieux comprendre le fonctionnement, les domaines d'application de la médiation. Donc, il y a eu plusieurs thématiques, comme vous le voyez. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont suivi tout ou partie de ces conférences. Et aujourd'hui, donc, on est ici, le 18, sur la spécificité de la médiation dans un collectif. Donc, on va parler de la médiation collective et de l'approche systémique.
Donc, dans ce cadre, est-ce que vous avez en un mot envie de nous dire si vous êtes médiateur dans le chat? Ça nous aiderait pour savoir un peu voilà, combien d'entre vous sont déjà au fait de la médiation. Et si vous voulez nous dire un petit mot sur qui vous êtes ou votre fonction ou autre, c'est pas obligé, mais ça nous aide à savoir un peu qui est là. Et avant aussi, juste préciser, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire au fur et à mesure dans le chat. On suivra et on essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit en fin de conférence. C'est ça. Ok, formation à la médiation. Vous êtes peut-être en cours de formation, exactement. Ok. Diversité QVCT, médiatrice interne, ancienne DRH, juriste, médiatrice. Ok. Bon, bah, bienvenue à tous et à toutes. Merci. On va se présenter rapidement et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a 1 heure aujourd'hui avec vous. On va garder un petit temps pour les questions-réponses à la fin. Je vais commencer. Donc, pour ma part, je suis Aude Sarda, je suis médiatrice, consultante et formatrice. Donc, j'interviens dans les organisations publiques et privées depuis un peu plus de 10 ans en tant que consultante en accompagnement du changement, en organisation du travail et en résolution de conflits. Je fais la prévention des RPS au travail. J'anime des ateliers aussi de facilitation et de discussion sur le travail. Et j'ai travaillé avec des professionnels de tout type, des médiateurs, évidemment, des gens du marketing, des RH, des ingénieurs, des sociologues, des ergonomes, des psys. Et au croisement de ces approches, j'ai développé mon approche de la gestion des conflits et de l'accompagnement du changement qui me correspond. Donc aujourd'hui, j'interviens en tant qu'indépendante et je vous en parle juste après, justement, de l'approche systémique dans la médiation. Anaïs, tu veux te présenter? Ah oui, alors moi aujourd'hui je viens en tant que médiatrice, j'ai plusieurs casquettes mais aujourd'hui c'est vraiment celle de médiatrice que j'aimerais partager avec vous. Ça fait à peu près un peu plus de 3 ans et demi que je suis médiatrice, j'ai fait une quinzaine de médiations. Mais surtout par la médiation, c'est pas uniquement des médiations, c'est vraiment un changement de vision, différente dans ma vie privée mais comme dans ma vie professionnelle, parce qu'en parallèle je suis avocate en droit du travail. Alors, Aude, tu as changé ton. C'est plus support, hein. Je suis avocate en droit du travail et du coup, la médiation m'a permis d'aborder mes dossiers sous un nouvel angle. Alors, bien sûr, je m'intéressais déjà aux attentes et besoins de mes clients, mais là, on va un cran plus loin. On va vraiment chercher quelles sont leurs attentes et comment on va pouvoir remplir au mieux leur mission et en même temps leur permettre de faire un peu un pas de côté. Alors, je vous l'expliquerai au fur et à mesure de notre déroulement là aujourd'hui. Apprendre à faire un pas de côté, ce qui est vraiment essentiel. Et en parallèle, j'enseigne aussi la gestion des conflits dans le milieu RH et le droit du travail à l'université d'Angers. Voilà. Est-ce que l'écran est OK? Là, on voit bien la présentation? Oui, OK, c'est bon. c'est bon. Alors, tu veux nous dire en un mot, Anaïs, peut-être de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on vous a fait un vaste programme qui, en 1 heure, nous semble un peu ambitieux. Approche systémique et médiation collective, c'est pour ça qu'on fera des focus sur des points, on ne pourra pas rentrer dans tout le détail. Ce sont des termes assez techniques finalement, et avant tout, ce qui nous semble important, c'est de se focaliser sur le point essentiel et ce qui nous lie aujourd'hui, c'est quoi la médiation en fait? Qu'est-ce que la médiation et comment on la vit? Et c'est à partir de là que va découler le collectif et l'approche systémique, bien évidemment. Moi, je vais vous en donner une définition qui me semble, qui me correspond en tout cas. Et Aude, je te laisserai après venir ajouter des choses plus pratiques. C'est un processus qui est structuré dans lequel intervient un tiers, qui est le médiateur, qui lui-même intervient dans une relation qui est conflictuelle ou qui va le devenir. C'est pas systématiquement conflictuel dès le départ. Dans un but, c'est de faciliter le dialogue et la communication de chacun. Et ça, c'est vraiment le premier objectif et dont peut découler des solutions qui vont être évoquées. Je fais cet aparté 2 secondes, c'est qu'on ne vient pas en médiation pour chercher une solution. Parce que du coup, c'est pas de la médiation. Dans ces cas-là, c'est autre chose qui existe. Mais on est vraiment là pour faciliter la communication et
arriver à quelque chose ou pas par la suite. Du coup, je te laisse, Aude. Oui, moi ce que je rajouterais, c'est que un conflit, ça va être un différend ou un désaccord qui dure. Et ça, c'est une notion aussi qu'on a souvent tendance à répéter. C'est à quel moment on sait qu'on est en conflit. C'est un mot dans lequel chacun peut avoir des représentations, mettre quelque chose de différent dedans. Et quand le temps dure, que les personnes souffrent, là, on sait que voilà, on peut avoir besoin d'un médiateur. Le tiers externe de la médiation, c'est aussi une des spécificités. Donc, comme vous le voyez sur cette slide, en fait, le tiers indépendant, c'est le troisième point. Il va être aussi là pour apporter ce regard neutre, impartial, qui ne prend pas parti, qui n'a pas de point de vue sur la situation ni sur les personnes et qui ne connaît pas les parties en présence. Il va ouvrir donc cet espace de dialogue en régulant et encadrant. Donc, réguler, ça veut dire qu'il va distribuer la parole, il va distribuer les temps de parole, il va distribuer aussi les questionnements pour que chacun comprenne ce que l'autre a dit, s'assurer que la compréhension est mutuelle. Dans un espace donc, il va proposer, un espace qui peut être en dehors de l'entreprise, peut être neutre, qui va être le plus confortable pour chacun. Avec sa technicité spécifique. Donc, le médiateur et la médiatrice est une personne qui a été formée à cette technique de la médiation, en connaissant les contours et en utilisant des techniques de reformulation, etc. Sous le sceau de la confidentialité. Donc, ça, c'est un critère hyper important parce que si on garantit que les personnes vont être écoutées et qu'on ne va pas répéter ce qui s'est dit en médiation dès on sera sorti de la salle, du coup, ça aide aussi à la résolution des situations. Chacun va être libre et volontaire d'y participer au début, au milieu comme à la fin, c'est-à-dire d'arrêter à tout moment. Donc, le corollaire, c'est que le médiateur ou les médiés peuvent se dire à un moment donné, les conditions ne me conviennent plus, j'arrête. D'accord, c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis, une médiation peut être à la demande d'une organisation, entreprise publique, organisme privé, donc conventionnelle, ou à la demande d'une juridiction. Et là, donc, ça va être une médiation juridictionnelle. Donc là, on va revenir. Pardon. Et ben, du coup, le fil rouge de notre séquence, Anaïs, si tu veux nous en dire un mot. On a voulu en fait vous imaginer un peu la médiation collective et donc à travers un cas réel de médiation. Alors je vais vous exposer, je vais un peu planter le décor et je m'en servirai au fur et à mesure des développements. On a été contacté par une DRH pour nous faire part d'une difficulté au sein d'un service. Un service qui était en grande souffrance parce qu'on avait 17 plaintes de harcèlement contre une personne qui était le chef de service. Alors plainte pas au sens pénal du terme, mais plainte alerte, on va dire, alerte auprès du psychologue du travail, des syndicats. Et une inaction, un sentiment d'inaction, aucune réaction de la part de l'adjoint du chef de service, du directeur qui était juste au-dessus du chef de service dans une activité où il y a un service continu, donc des gens qui travaillent jour et nuit. On ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc, ça sclérosait une situation dans un groupe de 40 personnes. Donc voilà, ça c'est le décor, vous voyez. Donc on se retrouve dans une situation un peu complexe avec une DRH qui se retrouve en difficulté et qui a du mal à gérer la situation. Donc, la demande est arrivée par la DRH. Et qu'est-ce que ça a été comme... qu'est-ce qui a été posé dès le début pour la demande? Alors la demande a été, en fait, la première demande, c'est-à-dire, c'était un peu un appel au secours. Voilà, je suis la DRH, j'ai déjà fait une réunion, j'ai vu le psychologue du travail, je sais plus quoi faire, ça se passe mal, je vois bien que les gens vont pas bien et j'avais pas conscience de tout ça. Je le découvre. Alors qu'en fait, c'est des faits qui remontaient, apparemment, ça faisait 2-3 ans que c'était quelque chose qui était connu de tous. Mais la direction n'en avait pas connaissance. Donc on se retrouve avec une direction qui est désarmée face à cette situation, qui fait appel à la médiation. Est-ce elle comprenait vraiment ce que c'était ou pas? Je suis pas certaine au départ. Elle s'est dit, bon, j'ai entendu parler, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? C'était un peu ça, l'objet. Et c'est là où, dans la médiation collective, on a vraiment un processus assez encore plus structuré, avec un cadre très important. C'est que on a un commanditaire qui est, là c'est la DRH en l'occurrence, la direction, mais il va falloir clairement définir
quel est le rôle de chacun, ce que ça implique. Parce que on vient nous chercher, mais on nous dit, bah, en gros, je sais pas quoi faire. Il faut bien qu'ils aient conscience qu'en médiation, on ne vient pas apporter des solutions. On n'est pas un consultant avec des outils et on arrive avec tout. Et on leur dit, voilà, la solution, c'est ça, on va analyser, on va faire un audit, il va se passer ça. C'est pas du tout l'idée. Ce que je disais en préambule, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la définition de la médiation, on est là véritablement pour tenter de restaurer un dialogue ou de faciliter une communication. L'idée, c'est pas de redevenir des très bons amis, hein. C'est juste que, bah, au niveau d'un service, il faut arriver quand même qu'il y ait une fluidité dans la communication pour pouvoir travailler ensemble. Et donc, il y a vraiment une prise de conscience de la direction sur quel est le rôle de enfin, qu'est-ce que la médiation et quel va être le rôle du médiateur. Après, il y a un deuxième enjeu, toujours en lien avec cette demande qui est faite, c'est qu'il faut aussi faire comprendre pour la direction, mais aussi personnes qui vont participer à la médiation, que le médiateur n'est pas un faire-valoir des propositions de la direction. C'est pas parce on est mandaté par la direction qu'on va porter la parole ou qu'on va aller dans un sens ou dans un autre. Ce n'est pas le but. On vous a parlé de neutralité tout à l'heure, Aude l'a rappelé, c'est quelque chose d'essentiel. Donc il y a vraiment une position, et ça implique aussi pour le médiateur d'avoir cette position et d'être très juste dans ce qu'il entend. C'est pas parce que on vous mandate pour faire ça que vous devez faire ça. Voilà. Il faut rester dans son rôle et il faut que les rôles soient bien définis. Autre point, donc auprès de tout le monde, hein. Autre point qui est important, c'est parce que c'est la direction qui vous mandate que la médiation devient obligatoire. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de volontaire. On est libre de s'engager en médiation ou non. Et c'est vrai qu'on a quand même ce sentiment quand la direction indique et informe le service, elle lui dit, bah écoutez, voilà, on a mis en place une médiation, la première réunion, c'est tel jour. Les gens vont se sentir plus ou moins obligés de venir. Est-ce que donc, c'est pas forcément évident. Donc il y a un travail à faire là-dessus aussi auprès des personnes pour leur faire prendre conscience que oui, ils peuvent venir, oui, ils sont libres de venir, ils sont libres aussi de repartir à un moment donné si ça leur correspond pas. Et donc ça se prépare véritablement. Donc déjà préparer la direction sur le fait de se dire, voilà, vous rentrerez pas, enfin tout le monde viendra pas forcément, et c'est pas grave en soi. Et la dernier point aussi de vigilance, et il y en a plein d'autres, hein, mais je suis vraiment axée sur les plus importants. Le dernier point de vigilance, il faut avoir conscience aussi pour le DRH ou la direction que cette médiation peut aussi les bousculer, et que c'est pas parce que c'est eux qui vous ont donné cette mission qu'ils ne vont pas participer à un moment donné ou à un autre à la médiation, ou éventuellement qu'il y ait des choses qui viennent en solution à la fin, qui vont venir bousculer l'organisation ou remettre en cause la manière de manager. Il faut qu'ils en aient conscience. Parce que alors sinon, en tant que médiateur, vous allez vous retrouver dans un porte-à-faux, enfin en fin de médiation, ça va être très compliqué. Donc il y a vraiment un travail en amont avec le commanditaire sur quelle est notre mission, mais de manière très très large. Et après, il y a un travail à faire avec les médias, mais on y viendra plus tard. Là, je vais raccrocher auprès de Aude pour l'approche systémique. Comment, du coup, à quoi ça te fait penser, Aude, tout ça? Bah, là, la métaphore que j'ai envie de prendre, c'est celle du plat de spaghettis. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans le monde de l'entreprise, et comme tu l'as dit, quand on arrive en médiation, c'est compliqué. Il y a des tentatives de prendre le pouvoir, de porter la parole de la direction ou de faire porter la parole des uns et des autres. La direction peut être bousculée. En fait, il y a deux mots qui reviennent souvent, c'est compliqué et c'est complexe. La différence entre les deux, c'est que comprendre la nuance entre les deux, c'est comme comprendre la différence entre un moteur et un plat de spaghetti. Le moteur, la métaphore, c'est que vous avez des éléments qui sont nombreux, qui sont diversifiés, vous avez des interactions qui sont nombreuses, vous avez un ensemble de systèmes enfin voilà, un ensemble d'outils dans le système qui se répond, mais c'est connu. C'est-à-dire que vous savez ce qui va se passer quand vous allumez le contact, quand le piston commence à monter, descendre, etc. C'est connu, c'est prévisible et on peut préparer la suite des actions les unes par rapport aux autres. Dans un système complexe, comme l'entreprise, l'organisation, on arrive en tant que médiateur, on devient un élément du système en plus. Là, on se rapproche plus de la définition de ce qu'est un système imprévisible. D'accord ? Si on tire sur un élément du système, comme dans le plat de spaghetti,
on ne peut pas prévoir quelle sera la situation d'après, l'action d'après, ce qui va en découler. Vous pouvez avoir un fil qui est tiré à un moment donné dans le système et ça produira un effet à un moment et un autre effet à un autre moment. Donc, comme c'est imprévisible et qu'on ne peut pas le décomposer en parties plus petites pour essayer de l'organiser mieux ou de le comprendre, bah, du coup, il va falloir faire avec ça. Et faire avec ça, ça veut dire se placer déjà dans une posture, une position en tant que médiateur où on doit faire face à la complexité. Alors, heureusement, il existe des outils pour approcher cette complexité et pour ne pas être démuni. Et c'est ça un peu tout l'intérêt de l'approche systémique en tant que médiateur, c'est de voir de quelle manière les éléments interagissent. Et s'il y a un seul mot à retenir de l'approche systémique et de son utilité en médiation, c'est le mot interaction. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur qu'est-ce qui fait bouger quoi quand on tire un fil du système, quand on commence à intervenir, et comment on regarde et comment on voit ce système et comment on se le représente. On va avoir aussi des outils pour se le représenter visuellement. Les interactions vont faire bouger le système. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, un professionnel en systémie, en intervenant, qui soit médiateur ou autre, va commencer par se poser des questions et poser des questions aux gens, aux personnes dans les entretiens préalables. Et il va se demander le plus précisément possible qui fait ou dit quoi concrètement, à qui et qui pose problème. Et en quoi ce comportement est un problème. Donc avec ces 4 questions simples, en apparence, on vise à réduire un tout petit peu la complexité déjà qui s'est présentée à nous dans le cas. D'accord ? Donc qui fait ou dit quoi concrètement, à qui et en quoi ce comportement est-il un problème. Donc ça, c'est une façon de rentrer dans le système complexe sans y perdre son latin. Alors, Anaïs, peut-être pour la médiation dont tu parles, est-ce que tu as une autre spécificité à nous partager? Ah oui, j'en ai une deuxième que j'ai aussi choisie. Alors, quand on parle de collectif, bah, on entend bien évidemment groupe, nombre. Et donc se pose la question de qui on invite dans cette médiation collective. Alors, je vais repartir de l'exemple que je vous ai donné, hein. Je vous ai expliqué que c'était un service d'une 40aine de personnes, mais qui avait des interactions, je rejoins ce que Aude vient de dire, des interactions avec d'autres services qui, dans la structure, mais on a aussi les syndicats, on avait un psychologue du travail, on avait la direction, on avait un chef de service. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce petit monde? À la fin, on avait entre 50 et 60 personnes. Alors, on a quelque chose de très basique, hein, 50 ou 60 personnes en réunion, pour leur laisser la parole, parce que je vous rappelle quand même le but, c'est que chacun puisse s'exprimer, être entendu et entendre les autres. Votre réunion, elle va durer plusieurs jours, voire la semaine, ce qui est impensable. Donc, il va falloir choisir une méthodologie. Et c'est là où on va faire à l'aspect créatif du médiateur, enfin, atout majeur du médiateur, c'est pour chaque médiation, et surtout en médiation collective, il va vraiment faire réfléchir, se dire qu'est-ce qui est le plus adapté, qu'est-ce qui nous semble le plus adapté, et faire des propositions, parce que vous n'avez pas tout le savoir non plus, et s'adapter. En plus, particularité, c'est que cette médiation se déroulait dans un service où les personnes ne pouvaient pas s'absenter très longtemps de leur activité. C'est-à-dire qu'on avait des réunions qui étaient limitées à 2 heures, ce qui est extrêmement compliqué en médiation, et encore plus en collectif, puisqu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Donc vous avez plusieurs techniques, créer des groupes, un groupe de personnes restreint, créer des petits groupes séparés, mais après il faut voir comment vous allez recouper ce qui s'est passé dans ces groupes séparés. Des personnes qui vont vous allez avoir des personnes qui vont avoir tous la même idée ou qui ont vécu la même situation, donc vous allez pouvoir en avoir une qui va rapporter pour les autres. Ça peut être des idées, mais vous avez plein d'autres possibilités. Il faut être créatif et réfléchir. Chaque cas est différent, donc ils vont le faire. Nous, ce qu'on avait choisi, c'était de faire avec un groupe de 15 personnes maximum, qui soient présentes, et que après ça soit rapporté, et on a réfléchi à comment. Alors la particularité de cette médiation, en plus, donc comme je vous ai dit, le temps restreint, c'est qu'on avait une obligation de service continu qui fait que des personnes, par moment, sur les réunions de médiation, ne pouvaient pas être forcément présentes aux réunions suivantes. Donc il a fallu encore s'adapter et prévoir que ça soit glissant. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui soient toujours présentes et qui reviennent d'une réunion à une autre pour qu'il y ait une passation, mais les personnes pouvaient évoluer. Et on a encore dû s'adapter puisque les personnes, des fois, devaient quitter la réunion en urgence et revenir par la suite. Donc,
voilà, c'est vraiment, là, c'est particulier à cette médiation-là. C'est pour ça que je vous l'ai pris en exemple, parce qu'elle regroupe pas mal d'éléments, mais qui fait que, voilà, on se posait la question. Donc ça, c'est la première chose, c'est qui on invite et qui on a invité. Au milieu de tout ça, on va gérer aussi des clans, ceux qui participent. Donc là, dans l'histoire, on avait trois clans. On avait des personnes qui étaient neutres, des autres qui étaient pro le chef de service et contre le chef de service, qui était à l'origine, selon eux, de toute cette situation. Donc il faut s'assurer lors de ces groupes que vous créez, que vous ayez bien une diversité des personnes. Alors là, notamment sur les clans, qui étaient différents, donc il nous fallait quand même des personnes de chaque clan. Alors, clan, je mets entre guillemets quand même, hein. Et aussi qui représentait chaque métier qui était dans le service ou chaque particularité, pour qu'on ait vraiment une vision globale de la situation sous tous les angles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'assurer de faire, et ça, on peut le faire lors des entretiens individuels et aussi en préparation lors de l'entretien de cadrage avec la direction. Et je terminerai sur un dernier participant quand même essentiel, c'est les syndicats. Faut pas les oublier, les syndicats. Parce que si vous les mettez de côté, ils vont revenir en boomerang, hein. Vous allez, c'est pas possible. Enfin, syndicat, j'entends syndicat, CSE de manière générale. Donc, à mon sens, c'est vraiment une erreur de les mettre de côté. Il faut vraiment les faire intervenir, mais pas n'importe comment. C'est la personne qui représente un syndicat ou un CSE, c'est pas un médier lambda. C'est quelqu'un de particulier qui a une mission et un rôle particulier et qui souvent se sont investis aussi lui-même d'une mission pour sortir le groupe de cette situation-là. Donc, il faut vraiment lui trouver sa place au sein de cette médiation. Enfin, moi, ce que j'ai pratiqué, c'était véritablement de prendre contact avec eux, de discuter avec eux, de voir comment ils se situaient, comment ils voulaient participer, s'ils voulaient participer ou pas, parce qu'il y en a qui ne souhaitent pas forcément. Dans cette médiation, on avait deux personnes qui représentaient des syndicats différents et qui sont venues à chaque fois et qui ont vraiment travaillé avec nous pour trouver une issue. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important. Du coup, Aude, par rapport à ça, est-ce que tu aurais un outil à nous proposer en approche, en systémie? Ouais. En fait, comme tu le dis, la complexité vient du fait qu'il y a des groupes, il y a un nombre de personnes important. On aimerait représenter qui se place dans quelle posture, etc. Et donc là, ce que je vous propose, c'est une représentation graphique que vous pouvez vous approprier. C'est pas besoin d'avoir un outil très complexe pour le faire, mais grosso modo, même au stylo, vous pouvez vous représenter en fait ce que vous avez entendu dans les entretiens préparatoires sous cette forme-là. Alors, que dit ce schéma? Je l'ai appelé à quel jeu êtes-vous? Les personnes, mais là il s'agissait voilà, de femmes en l'occurrence, mais ça peut être n'importe qui. Et derrière chaque étiquette, vous pouvez avoir une ou plusieurs personnes. Donc, du côté de la gérante, dans ce cas-là, c'est tout à fait schématisé. Vous avez une gérante, une manager, une salariée qui représente un triangle en fait de différents, d'interprétations différentes et voire de conflictualité. Et si je réduis donc la médiation à ces trois entités, qui peuvent être encore une fois une ou plusieurs personnes, vous voyez les messages en fait qu'elles s'adressent. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'interaction, et là, on voit les boucles en fait qui se répètent. Donc une boucle rouge, une boucle bleue, une boucle verte, et qui se répètent en permanence. Et donc quand j'entends les personnes en entretien individuel, elles me disent, ça fait des mois, voire des années que ce scénario se répète. Et donc, moi, mon but, derrière, quand je rentre en réflexion sur mais qui fait quoi dans le système et comment je peux me faire une idée de par où je vais commencer, quelles sont les personnes à inviter en médiation, qui a vraiment besoin d'être autour de la table en premier lieu, etc. Bah, je fais ce schéma. Et il apparaît que systématiquement, la gérante dit ou demande au manager, à son manager d'être autonome, de prendre en charge la gestion des jeunes arrivés, de faire la formation des plus récents, etc., etc., de gérer les projets, parce qu'elle n'a pas le temps. Et le manager, en réponse, lui dit toujours, bah oui, mais j'ai besoin que tu me rassures, que tu me fasses confiance, que tu me prouves que je suis digne de ta confiance, donne-moi d'autres preuves de reconnaissance, etc., etc. Et plus l'une dit sois autonome, et plus l'autre lui répond j'ai besoin que tu me rassures. Et ça se joue en boucle tout le temps. Du côté de la manager, elle a une relation compliquée avec une ou plusieurs salariés, donc elle va avoir tendance
à demander des nouvelles de la famille, comment se passe sa vie privée. Elle veut créer un lien affectif au travail. Et les autres lui disent, j'entends, mais écoute, ça ne te regarde pas, sois professionnel, j'attends de toi que tu me cadres, que tu me donnes des directives claires, etc. J'ai pas envie d'avoir une relation comme tu l'entends. Et plus l'une va demander des rapports affectifs à l'autre, et plus l'autre va se préserver et reculer. D'accord? Donc la relation, elle devient impossible à ce moment-là. Et entre la gérante et la salariée qui se retrouve donc dans une situation compliquée va dire à la gérante, bah, intervient parce que bon, moi j'en peux plus, j'arrive pas à faire passer mes messages, etc. Et la gérante va dire, trouvez vos propres solutions. Je n'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai nommé quelqu'un pour faire ça, trouvez vos solutions. Donc, dans cet exemple, ce qu'on voit, c'est que le système pertinent, pour parler le langage de la systémie, ça va être les personnes qui, dans le collectif, émergent au premier tour et avec qui il faut travailler, commencer à travailler. Et celui qui a intérêt à résoudre le problème, c'est pas toujours la personne qui est désignée au départ. La gérante, par exemple, me dit, ou peut vous dire, ou le commanditaire peut vous dire, bah, travaillez avec le manager et les salariés parce que c'est eux qui ont c'est entre eux qu'il y a le problème. C'est entre eux qu'il y a des différends, en réunion ils s'écharpent, etc. Ok, mais la personne qui a intérêt à résoudre le problème, ça peut être la gérante aussi, puisque elle-même, elle doit faire face aux plaintes des salariés, elle n'arrive pas à gérer les dossiers ou à faire suivre les dossiers comme il faut par sa manager, donc elle a aussi un problème. Ok. Et le fait de schématiser tout ça montre à la fois qui a un problème, qui va se ranger du côté de qui, ça c'est pour schématiser les clans dont parlait Anaïs, et puis quels sont les jeux relationnels qui se jouent. On peut même leur donner un petit nom, hein, si on voit que quelque chose se répète de manière systématique et que ce qui ressort, c'est faire toujours plus de la même chose en disant bah, sois autonome, mais toi rassure-moi, bah, voilà, on peut nommer ces jeux. Voilà. C'est comme si on avait une caméra sur l'épaule et que voilà, on choisissait un titre du film, quoi. Alors, question du chat, est-ce que Ouais. je montre ce schéma au commanditaire? Non, la plupart du temps. Déjà, c'est pour ma réflexion. Si on est en comédiation, ça aide aussi à mettre les choses à plat avec son comédiateur, comédiatrice. Il est rare que ce schéma soit utile dans l'accompagnement de la résolution du conflit, l'accompagnement du changement. Mais parfois, si la médiation n'a pas lieu, c'est un cas qu'on n'abordera pas aujourd'hui, il pourrait être utile pour donner à voir des choses, mais pas sous cette forme-là. D'accord ? Donc, on voit qu'une étape, c'est de dire quelles sont les interactions entre quel type de personnes, quel clan, quel grand, voilà, comment on peut le représenter schématiquement et qu'est-ce que ça nous apprend sur les situations. Et alors, surtout, qu'est-ce qu'il va falloir couper? Qu'est-ce qu'il va falloir stopper? Et qu'est-ce que les personnes souhaitent? Et en entretien, on va questionner ces hypothèses. Nous, on a des hypothèses, on travaille avec des hypothèses en médiation, et on va venir en disant, bah, est-ce que pour vous, quand elle dit ça, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça produit, comment vous réagissez, quelles sont les conséquences? Donc, je vous cite quelques questions que vous pouvez poser. Qui a le problème? Voilà, déjà, ça c'est pour vous. À qui d'autre ça pose un problème? Vous, peut-être quelqu'un d'autre. Y a-t-il eu un facteur déclencheur? Tout ça, c'est pas mis en place du jour au lendemain. Il y a eu peut-être un moment et qui rythme la relation. Quelles sont les conséquences concrètement? Comment sont les relations aujourd'hui, au moment où vous arrivez? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Avec qui? Quels ont été les résultats de ces actions? Et qui serait d'accord pour une médiation? Voilà, ça c'est les questions basiques qu'on peut se poser et qui vous permettent d'engager du coup la constitution des groupes et rentrer dans le vif du sujet de la médiation. Alors, on parlait du volontariat. Parfois, c'est possible, parce que là, les personnes sont présentes. Anaïs, les personnes sont présentes, etc. Mais parfois, c'est pas possible. Donc, Anaïs, qu'est-ce que tu retiens, toi, du fait que des personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas assister à la médiation? Alors, c'est la gestion des absents, en effet, se pose la question, alors, comme on a vu tout à l'heure, qui est présent, qui n'est pas présent. Donc déjà, il y a des absences qui sont volontaires parce qu'on limite le nombre de personnes, ça c'est la première chose. Et puis vous avez des personnes qui ne souhaitent pas participer. Alors, le fait que les personnes qui ne souhaitent pas participer, si c'est possible, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont derrière les raisons, quels sont les blocages pour lesquels ils ne viennent pas en médiation, et vérifier si ce ne sont pas plutôt des peurs et lever ces peurs, potentiellement. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils viendront. Et puis vous avez donc les absents volontaires, ou enfin, ceux qui n'ont pas participé parce qu'on était limité en nombre de places. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors,
La difficulté, c'est en effet, vous avez un nombre de personnes qui vont participer, proposer des solutions, et ça va se poser la question de, bah voilà, on a choisi des solutions ensemble, mais on était à un nombre limité. En l'occurrence, dans mon cas, dans mon histoire, ils étaient 13. Donc sur 40 personnes, on a 13 personnes qui ont participé. Comment on va faire adhérer tous ces gens, tous les autres, à ce qu'on a fait? Ça, c'est des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir dès le début, dès les premières réunions de médiation, et leur dire, OK, vous allez envisager des solutions, mais comment on va faire? Comment vous allez faire après? Comment vous envisagez les choses? Donc ça, on y travaille petit à petit, hein. Ça prend du temps, c'est au fur et à mesure, ça se construit, on y réfléchit, bien évidemment. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir avec la direction. Toujours, parce que à la fin de cette médiation, de ces réunions de médiation, vous avez quand même une réunion avec la direction, les personnes qui ont participé ou un groupe de personnes qui viennent porter la parole, enfin, de ce qu'ils vont proposer, et c'est de réfléchir, ben, comment maintenant on va communiquer là-dessus, qu'est-ce qu'on va dire aux autres de ce qu'on a fait, et comment on va faire pour que les autres soient d'accord avec ce qu'on a imaginé mettre en place. Alors c'est propre à chaque entreprise, je dirais chaque organisation, qui va avoir ses propres moyens de communication. Là, dans la médiation, en l'occurrence, ce qui a été décidé, c'est que la direction a prévu de faire une réunion avec l'ensemble du service et l'ensemble des personnes présentes, enfin des directions de manière générale, pour présenter ce qui s'est passé, la médiation et les solutions qui ont été proposées et acceptées, puisqu'il y a eu un accord en fin de médiation, à l'ensemble de tous. Ce qui me semble important, en fait, derrière tout ça, c'est donner du sens. Parce que tous ceux qui n'ont pas participé à la médiation, ils savaient qu'il y avait des réunions de médiation qui se déroulaient, parce qu'ils ne peuvent pas les oublier, hein. Ils en avaient conscience. Mais pour autant, comme c'est confidentiel, ils ne savaient pas forcément ce qui était dit, et ils avaient besoin de savoir. Ils sont quand même, enfin, on est curieux, hein, de manière générale, on aime bien savoir ce qui se passe à côté, on n'y participe pas, mais on veut quand même savoir. Donc c'est important de dire, bah voilà, ce qui s'est passé et donner du sens derrière pour que la solution ou les solutions proposées soient acceptées. Alors, on va pas se mentir, hein, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, tout le monde n'adhérera pas forcément. On est dans un collectif, c'est normal. Maintenant, l'idéal, c'est, enfin, en général, la majorité va suivre, et puis ça prendra son temps, mais ça se fera. Donc il y a tout, c'est vraiment ça se travaille sur la communication par la suite. Et, euh, et je terminerai là-dessus sur un point général, parce que je vois que le temps passe. Euh, En médiation collective, alors pour la pratiquer collectif et individuel, en collectif, vraiment, ça se prépare, ça se réfléchit. On peut pas y aller comme dans une médiation individuelle, en tout cas, enfin interpersonnelle, je trouve. Après, c'est un avis personnel, hein, et par rapport à l'expérience que j'ai eue. J'ai passé sur cette médiation, je pense, au moins, je dirais, une quinzaine ou une vingtaine d'heures de préparation avec mon co-médiateur, on était deux. Elle a duré sur plusieurs mois. Il y a vraiment eu un temps de réflexion avec des particularités, parce que comme je vous ai dit, on a eu des recrutements au fur et à mesure de la médiation, donc des nouvelles personnes qui sont intervenues au fur et à mesure, notamment les chefs de service. Euh, mais vraiment un travail de réflexion et de technique, vraiment de technique. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Et je vais Ok. redonner la parole à Aude pour Ben, savoir qu'est-ce qu'apporte l'approche systémique en médiation ouais. collective. Alors moi j'ai trouvé que dans le cas que tu décris, comme dans d'autres médiations collectives, peut-être avec des enjeux de nombre de personnes extra moindres. On peut être à partir de 3, 4, 5 en médiation collective. Ce qu'apporte l'approche systémique, c'est qu'on va sortir en tant que médiateur pour réfléchir à la situation, on va sortir de cette logique analytique où on va rechercher, bon, ça c'est tout médiateur qui peut déjà s'approprier ça, hein, la vision analytique. On ne cherche pas à régler enfin, voilà, le problème de manière isolée, on ne cherche pas à régler quoi que ce soit, d'ailleurs on cherche à intervenir pour remettre du dialogue, mais du coup on ne va pas lire la situation de la même manière, on va regarder euh, la vision, on va avoir une vision relationnelle. C'est-à-dire que ce qui pose problème en approche systémique, c'est l'interaction. D'accord
comme je disais, c'est comment l'un réagit, l'autre va réagir aussi, comment ce qui s'est joué à un moment se répète à un autre, et on voit les boucles. Ok. Et ça nous fait sortir en fait d'un but de rechercher où sont les causes, qui a démarré, à cause de quoi, à cause de qui, où on voit pas finalement tellement l'objectif, mais on voit le problème surtout. Donc là, si on sort de cette logique-là, on se dit, bon, le problème, finalement, on est assez indifférent à la façon dont les personnes le nomment. On s'attarde pas tant que ça sur le fond, mais on s'attarde sur la forme, d'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce qui produit quoi à un moment donné dans le système et qui se répète. Et donc, on passe dans cette logique où on regarde plutôt la clarification de ce qui est empêché. Donc ça, en médiation, si vous vous formez à médiation, on a sûrement, vous l'avez sûrement entendu, on va aller chercher ce qui est empêché, la vitalité empêchée donc dans le comportement, dans la personne, et puis on va aller chercher du coup les attentes. Qu'est-ce que vous souhaitez à la fin? Comment ça sera quand ça sera fini? Qu'est-ce qui vous montrera à quoi vous verrez que la situation s'est améliorée? Et on va aller chercher du coup ce qui est de l'autre côté. Ce que montre et apporte l'approche systémique également, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que l'autre change. Ça, c'est un élément qu'on pourrait qualifier aussi voilà, de général en médiation, mais on n'est pas dans une perspective où alors c'est un travail qu'on fait avec les personnes, ou si elles disent en entretien préalable, moi j'aimerais bien que l'autre change parce que vraiment il n'est pas du tout empathique, ce chef de service, voilà, il est vraiment trop froid, etc. Ok, mais concrètement, on va pas, c'est pas assez précis en fait. Donc on va chercher la précision du qu'est-ce que vous voulez, quel comportement typique, c'est quoi? C'est le ton de la voix qui monte quand il vous parle, c'est sa façon d'arriver dans la pièce et de vous interpeller. Concrètement, c'est quoi? Et on va aller chercher du coup à ce que la personne définisse ce qui la gêne concrètement pour pas attendre que l'autre change, parce que ça, voilà, ça va être un espoir qui pourrait être très vain, très décevant. Mais par contre, agir sur le comportement, le moment où la personne, voilà, où le comportement froisse, blesse l'autre, etc. Amener la personne à se dire, bah oui, c'est ça que je vais attendre, parce que si il réagit différemment à la prochaine réunion, du coup, ça pourrait apaiser quelque chose. Mais moi-même, qu'est-ce que je fais qui provoque peut-être ça, etc. Donc, on renvoie la responsabilité aux personnes à chaque fois. En systémie, il n'y a pas de le système est coupable et tant pis, on regarde ailleurs. Non, c'est chacun va se responsabiliser. Et puis, la dernière leçon, moi, que je tire de cette approche systémique et puis de la médiation en général, c'est qu'on n'est pas dans une obligation de résultat et qu'on va être dans l'obligation de moyens. Donc, comme tu le dis, Anaïs, c'est de la technique, c'est des essais, parfois c'est des erreurs, et on peut aussi se tromper dans la constitution d'un groupe, voilà, ça peut arriver, et nul n'est à l'abri que aussi les acteurs bougent dans la médiation entre deux séances de médiation, parce que moi, c'est quelqu'un qui me disait ça en médiation personnelle, suite à un divorce, donc ça n'a rien à voir avec le sujet, mais il me disait on travaille entre deux séances de médiation. Et donc ça fait bouger des choses, et des fois les personnes ne viennent pas du tout, sont pas du tout dans la méta au début, au milieu qu'à la fin, et on est obligé de suivre ça et de faire avec. Donc on fait avec ce que la situation amène. Mais il y a évidemment quelque chose de très satisfaisant quand on voit que notre intervention a fait lever des blocages, et c'est déjà un résultat voilà, une attente qu'on peut espérer en tant que médiateur, même si on n'a pas de projet pour les personnes, on a quand même le projet d'arriver à faire débloquer quelque chose qui est bloqué. Donc en un mot, pour finir, je dirais que si on a envie de s'approprier un peu les outils, les techniques et les compléments de l'approche systémique quand on est médiateur ou quand on s'y intéresse, se former et lire est hyper utile, évidemment. Tester, parfois se tromper. Donc, vraiment, ne pas hésiter à discuter avec ses pairs, être supervisé. Ça, c'est hyper important aussi, je le recommande. Et puis voilà. Et on a mis quelques références pour ceux et celles d'entre vous qui veulent aller plus loin sur cette thématique. Médiation et systémique. On a été très bavarde. On vous a laissé 3 minutes pour des questions éventuelles. Est-ce que des personnes ont des questions? Si. J'en ai peut-être une, s'il vous plaît. D'abord, merci pour votre présentation.
Vous avez dit au début, effectivement, que la médiation, donc ça a bousculé, ça peut amener à bousculer le commanditaire. Euh, Comment ça se concrétise pour vous? C'est-à-dire, vous leur faites un diagnostic en leur disant, alors j'imagine que non, mais enfin, je pose la question quand même, en leur disant que il faudrait peut-être travailler là-dessus, vous basculez un peu dans le conseil, mais pas vraiment. J'avais une question là-dessus. C'est à jusqu'où vous allez, en fait, une fois que vous avez fait votre analyse, vous les modélisez, jusqu'où vous allez après dans l'accompagnement du commanditaire sur ce qui devrait aussi changer. Alors, je vais me permettre, Aude, juste de, Ouais, vas-y. de prendre le lead là-dessus. Alors, on ne fait pas d'analyse. Alors déjà, je vais commencer par une première chose, c'est qu'on ne fait pas d'analyse de la situation. On va faire, on va, comme a expliqué Aude, on va faire un schéma de toutes les relations entre chaque personne pour nous comprendre qui on va inviter, qui va participer, qui est important de venir ou pas. Pour autant, on va pas forcément enfin, on peut pas les obliger. Mais on va pas faire une analyse et un audit de la situation. On n'est pas là pour ça finalement. Le fond, voilà, l'histoire, c'est l'histoire, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On travaille sur la relation humaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc sur votre question qui est de savoir, oui, ça va venir bousculer, potentiellement ça va le bousculer, et puis de toute façon, ça reste un système, comme l'expliquait Aude aussi, ça va bouger certaines choses. Il y a un travail, enfin, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il faut que dès le début, le médiateur soit en capacité de dire au commanditaire, bah voilà, attention, c'est possible que ça vous bouscule. Alors là, je dis avec des mots de manière très cash, hein, mais on met quand même les formes derrière. Mais dire, voilà, enfin, faites attention, il y a une alerte. Est-ce que vous êtes prêt à bouger vous aussi? La question, elle est là. C'est de savoir, est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? Est-ce que vous êtes prêt à changer quelque chose? Ça peut être non. Eh ben, on fera avec. On va pas faire autrement. Et on essaiera de lui faire faire un pas de côté ou pas, mais en soi, c'est pas le but. Et puis après, ça se travaille. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est le choix qu'on a fait, c'est qu'on l'a travaillé en amont, parce qu'on a vu tout de suite, quand les pistes de solutions ont été proposées, qu'il y avait en effet des changements à apporter au niveau de la direction, et qu'il allait y avoir, pour pas qu'on arrive à une réunion de restitution en fin de médiation, où finalement c'est à charge contre la direction, ça se prépare. Ça se prépare en amont, ce qui veut dire qu'il faut anticiper, travailler avec la direction, lui faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont remontées, qui sont pas forcément agréables à entendre. Est-ce qu'elle est prête à les entendre? Elle nous avait validé au départ qu'elle était prête à les entendre. Si elle n'avait pas été prête, elle nous avait dit non, à ce moment-là, on aurait sûrement réagi autrement. On aurait fait autre chose. Mais ça va être du cas par cas. À chaque fois, voilà. C'est pour ça que quand on explique avec Aude que ça nécessite de la technique, c'est que vraiment, il faut penser toujours après. Voilà. Ouais, Anticiper je suis d'accord. euh, pour pas froisser les personnes, parce qu'on reste dans un collectif et il y a des notions de hiérarchie quand même qui sont très importantes. Si on les prépare pas, Ouais. c'est Moi, une... je rajoute que sur le cas du CSE, par exemple, on pourrait tout à fait dire il y a des situations où le dialogue social est bon, on ne va pas forcément penser à les inviter tout de suite, mais posez-vous la question inverse, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment oublier de faire pour que la médiation plante complètement, quoi, ou que les conditions soient pas du tout réunies? Et là, vous posez la question qui est contre-intuitive, mais ça vous permet de réfléchir aussi à qui a intérêt à ce que la situation se débloque et qui n'a pas intérêt à ce que la situation se débloque. Qu'est-ce que ça pourrait produire comme effet pour les uns et pour les autres? Et vous anticipez, vous ne le dites pas à haute voix devant votre commanditaire, mais par contre, le fait de le réfléchir pour vous, entre vous, avec votre comédiateur, comédiatrice, bah, ça prépare au fait que vous allez peut-être avoir des effets collatéraux. Et comme le spaghetti va glisser, bah, autant y être. Enfin, voilà, mieux vous y êtes préparé à cet effet-là. Et la fois d'après ou la séance d'après, voilà, mieux vous savez réagir. Nelly, je crois que vous avez une question. Et Anne-Claire également. J'avais une petite question sur la réunion préalable. Le premier temps, là même, vous laissez la liberté aux personnes de venir. euh, donc, elles prennent la décision de ne pas participer à la médiation sans vraiment savoir ce que c'est obligatoirement une médiation et comment vous allez travailler et quelles propositions. C'est pas la suite de cette réunion. Vous les avez jamais. Il y a des gens que vous ne rencontrez jamais, si je comprends bien.
Vous mettez pas cette réunion comme un temps d'information lambda, entre guillemets. Je sais pas si je suis claire. Si je pense, bah, je vais essayer vous me direz si je me trompe, hein, je vais essayer de répondre à votre question. Le premier temps fort, c'est avec la direction, enfin le commanditaire, donc la personne qui vous demande d'intervenir. Vous lui demandez déjà, lors de cette réunion, comment il envisage de proposer la médiation. Est-ce que c'est lui qui le fait? Est-ce que c'est nous qui D'accord, le faisons? Déjà, il y a cette étape-là. Et ensuite, il y a une phase intermédiaire avant de rencontrer les personnes individuellement. Ou pas. Après, il y a plein de techniques, hein. C'en est une que je d'accord, non, non, propose. mais c'est On fait une présentation de la médiation, encore une fois, viennent les personnes qui ont envie de venir. On ne peut bien pas sûr, obliger d'accord. à venir. Donc, il y a eu une présentation. Enfin, moi, en l'occurrence, j'en ai fait 4 parce qu'il y avait des problèmes de service de nuit, de jour. Donc, c'était un peu compliqué. On en a fait 4. Les personnes sont venues ou pas. Pour autant, après, la question de savoir s'ils viennent en entretien individuel. Alors, nous, on a Ah pratiqué oui, l'entretien individuel. On a une question aussi, alors je vais repasser côté avocate, on a un problème de données personnelles, on ne peut pas demander, on peut pas inviter les personnes à des entretiens individuels et demander les mails de tout le monde et les données d'accord. sur des données personnelles. Donc ce qui oblige la direction à demander à toutes les personnes qui souhaitent bien être entendues par un médiateur de donner ses coordonnées volontairement. Donc il a Mhm. fallu qu'on récolte d'abord en amont et ensuite on a pu contacter ces personnes qui ont donné suite ou pas d'ailleurs, peu importe. D'accord, merci. Non, ça va bien. Et il y avait Anne-Claire, je crois, qui voulait. Anne-Claire, ouais. Oui, merci beaucoup pour tous ces éléments. J'étais très curieuse de savoir comment, justement, dans ce cas précis, vous aviez réussi à, à faire une restitution qui permette aux personnes non présentes de vivre finalement le cheminement émotionnel parce que c'est quand même un processus intérieur important. Euh, voilà, je suis curieuse d'avoir une idée de comment ça peut se conduire, y compris parce que c'est pas que la restitution finale, c'est d'une fois sur l'autre, puisqu'à chaque fois ça bougeait, donc il devait certainement y avoir un temps pour se dire où ça en était. Pas forcément, parce que sinon, alors comme je vous avais dit, alors déjà entre chaque réunion, la difficulté c'est que les réunions duraient 2 heures. Donc pensez que c'est très Oui. court. On est sur des faits de harcèlement extrêmement forts pour le coup, parce que c'est vraiment du harcèlement, alors moral, hein, mais extrêmement fort, avec des personnes qui étaient malades avant de venir travailler, enfin assez lourd. Sauf que on ne pouvait pas réentendre à chaque fois qu'une nouvelle personne intervenait, on ne pouvait pas revenir sur le début de la médiation. Donc les choses étaient clarifiées à chaque début de réunion, ce qui n'empêchait pas à un moment donné que la personne s'exprime sur certains points, mais on ne pouvait pas revenir en arrière à chaque fois. Sinon on s'en sortait pas. Donc on a repris le fil au fur et à mesure. Chacun a pu s'exprimer et être entendu à un moment ou à un autre. Il n'y a pas eu de sentiment de ne pas être entendu. En tout cas, on a vraiment posé la question à chaque reprise. Et au niveau de la réunion de restitution qui s'est avérée un peu, qui d'habitude n'est pas aussi longue, mais elle a duré 4h30, tout simplement parce qu'on avait donc ces nouveaux arrivants. La particularité, c'est qu'on avait donc une nouvelle directrice et 2 nouveaux chefs de service qui intégraient en fin de médiation et qui n'avaient pas forcément participé à cette médiation. Donc on a fait un peu une réunion de restitution en médiation, hein, parce qu'il a fallu recréer le lien entre tout le monde. Et les personnes, en fait, dans la dernière réunion de médiation, et dès le départ, on avait posé en disant, voilà, parmi vous, il y aura un petit groupe qui viendra présenter ce que vous avez imaginé pour la suite, les solutions que vous envisagiez, et ça sera acté. Et on a travaillé en appui avec le nouveau chef de service donc elle a fait une réunion en interne pour savoir qui avait envie de venir et choisir encore une fois, très important, qu'il y ait une représentativité de chaque, là en l'occurrence, métier. Et donc il y en a 2 qui se sont portés volontaires et les autres étaient d'accord. Voilà. Mais ça se travaille, voilà. En fait, on a eu plein de réunions entre les réunions de médiation et la réunion de restitution. On a eu plein d'entretiens avec différentes personnes. Et ça s'est construit au fur et à mesure. On n'est pas arrivé avec une liste, une feuille de route bien définie à la base, hein. Je dis tout de suite, ça s'est fait au fur et à mesure qu'on avançait en réflexion. Ok.
Je vois pas d'autres mains levées, mais peut-être que les personnes ont des remarques ou des questions. Sinon, c'est que tout était très clair. C'est très court. On perd du monde en cours, hein, Aude, je te le dis, il y a Je des gens vois qui que partent. oui, il y a quelques départs et je pense que des gens ont des rendez-vous et voilà, Oui, une vie en dehors merci. de notre conférence. Rajouter une autre Oui. question, du coup. Dans l'approche de la médiation humaniste à laquelle je me forme au Centre de médiation et de formation à la médiation, l'approche est globalement très peu interventionniste et euh, pratiquement jamais sous forme de questions. Euh, C'est-à-dire qu'on amène la personne à travers la technique des miroirs et du ressenti qui traverse médiateur, pardon, à, à s'entendre, à entendre les émotions qu'elle est en train d'exprimer, à les comprendre elle-même et à se rendre compte de ce que l'autre entend. Et c'est donc une approche qui semble, du premier abord, moins interventionniste, avec des questions guidées et une préparation finalement de scénarios de mise en Mm. situation des uns par rapport aux autres. Et voilà, c'était juste un témoignage un questionnement du coup qui me travaille sur comment concilier cette totale liberté, ce total centrage sur les personnes et leur pleine autonomie dans leur transformation et une approche plus dirigée et planifiée, comme vous l'avez à juste titre évoqué. Voilà. Mm. Bah, oui, peut-être que là, pour le coup, l'approche systémique, moi, qui m'intéresse en médiation et assume une part d'intervention plus importante que d'autres approches. Et comme je vous le disais en préambule, c'est parce que je me suis retrouvée dans ce type d'approche après avoir touché du doigt d'autres types d'accompagnement aussi, pas que la médiation, mais d'accompagnement au changement, que je me suis retrouvée. Donc, il faut que ça fasse écho en fait à ce que vous avez envie de produire, d'être en intervention, de faire par vous-même, etc. Et moi, c'est vrai qu'en ayant bossé sur des organisations en tant que consultante, bah, je ne nie pas que j'aime bien en fait cette approche qui mixe et je sais du coup c'est technique hein, parce que des fois je vais trop, enfin je me freine pour pas aller trop intervenir sur la relation et parfois je sens qu'il y a des choses qui me viennent et qui m'intéresseraient d'aborder mais je les garde pour moi ou j'en parle en supervision ou avec ma comédiatrice mais ça n'empêche que j'ai ce réflexe-là. Donc, j'assume, je l'ai. Je ne voudrais pas qu'il desserve en fait la médiation, la qualité de mon approche et de mon intervention. Mais comme je l'ai, et si parfois je peux m'en servir, bah, du coup, je l'assume et je l'utilise avec le commanditaire en disant, bon, bah là, peut-être qu'il y a des jeux qui se jouent. Est-ce que ça fait partie des choses qui vous gênent? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Si vous venez en médiation et que vous voyez l'autre faire ça, comment vous allez réagir? Oui, j'assume ce questionnement. Et si je vois que ça prend pas, bah, du coup, je ne serai pas la bonne personne pour accompagner et je ferai appel à un confrère ou une consoeur. Mais c'est pas grave parce qu'il vaut mieux faire comme enfin, moi, c'est ma philosophie, mais je le ferai mieux comme je le sens que en essayant voilà, de freiner mon élan vers des questionnements qui me semblent utiles. Mais c'est très personnel. Alors, juste, je compléterai juste Aude, et je rejoins tout à fait, je suis d'accord avec toi. J'ai fait aussi la formation humaniste, et donc je vois tout à fait de quoi vous parlez avec le jeu des miroirs. En médiation collective, vu le nombre de personnes, si vous voulez faire le jeu des miroirs, enfin, les réunions, vous pouvez pas monopoliser des réunions qui durent trop longtemps, et c'est compliqué. Quand il y a un grand groupe. En interpersonnel, je vois aucune difficulté à le faire. Quand vous êtes sur des médiations avec 40 personnes, concrètement, je sais pas comment vous pouvez faire. Mais après, j'ai pas de recul assez de recul sur la médiation humaniste, hein, c'est juste ça. J'irai jusqu'au- Merci. Merci à vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez encore une question. Sinon, on va vous laisser retourner travailler.
pense que c'est... Bah, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, posé vos questions, d'être intervenu. C'était super intéressant. Et Merci puis, à vous également. Merci. voilà, on clôt Merci à cette vous. semaine de la médiation avec vous, donc on est ravis. Oui, c'était une belle semaine avec des interventions toutes très intéressantes. Ouais, bah, Merci. super. Ravi que ça vous ait Voilà. plu. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci à chacune, à bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, Eh ben, ça y est. Merci beaucoup à toutes les deux. avec Merci. plaisir. Je crois que votre intervention a été appréciée. J'ai pas vu combien on était finalement. On était 25 à un moment donné. 25. Mais Bon, c'est bien. 25. On a des personnes qui sont en fait, il y a 2 personnes qui sont arrivées plutôt vers la fin et qui sont parties assez vite, mais sinon Je me suis 23. trompée. Je sais pas, oui, je sais pas. Je sais pas, j'ai Ils ont compris. eu la lumière. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. J'ai noté, Aude, j'ai noté les personnes là.